Bonjour à tous, on se retrouve pour un autre Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal d'actualités intéressantes avec déjà l'annonce de tous les ordinateurs portables qui vont utiliser les Snapdragon X de Qualcomm. Il y en a vraiment pas mal, vous allez le voir, ils ont tous été annoncés le même jour et ils devraient arriver en juin. Nous avons aussi des news au niveau de justement Windows qui va évoluer un petit peu, mais on n'a pas du coup de Windows 12 qui arrive, c'est plus Windows 11 qui arrive avec notamment Copilot+, on va en parler. On a évidemment ChatGPT qui a sorti ChatGPT 4 O. On a aussi des news moins positives pour Microsoft avec le fait qu'ils sont littéralement en train de détruire tous les studios qu'ils ont rachetés. On a aussi des news smartphones et un petit peu aussi des news hardware avec le module LPCAM. C'est ce module RAM hyper fin qui arrivera très bientôt dans les Ultrabooks qui commence à justement se montrer, donc ça c'est hyper intéressant. Et encore évidemment beaucoup plus de news que ça. Pour aller directement vers un news qui vous intéresse, vous avez la barre de lecture ainsi que la description avec la table des matières. Commençons tout de suite. Mais en avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Filmora et sa version 13 qui est pleine de fonctionnalités hyper intéressantes. Filmora, c'est vraiment l'éditeur de vidéos que je recommande le plus à des gens qui n'y connaissent rien parce qu'il est fait pour être hyper simple. Vous voulez faire de l'édition avancée sans trop vous embêter, Filmora vous le permet. Et si vous avez besoin d'aller plus loin dans les réglages, eh bien ils ont ça aussi. C'est ça vraiment la force de Filmora. Et récemment, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur Filmora 13 et ses outils de correction de couleurs qui sont vraiment puissants et qui permettent aussi d'utiliser les LUT. Les LUT, c'est quelque chose d'hyper puissant que j'ai traité justement dans la vidéo. Donc si vous êtes intéressé, c'est aussi une vidéo informative sur les LUT et aussi les vidéos log. Donc c'est pas juste Filmora, vous avez aussi un petit peu d'informatif pour tout le monde. En attendant, si vous avez besoin d'éditer des vidéos et que vous voulez le faire facilement mais de manière aussi puissante, je vous invite à essayer Filmora dès maintenant suivant le lien dans la description et vous aurez aussi dans la description la vidéo justement sur Filmora en version 13, comme ça vous pouvez aller voir un petit peu ce que ça donne en action. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez même aller rencontrer l'équipe Filmora au salon Viva Technology à Paris du 22 au 25 mai, donc c'est vraiment maintenant et c'est aux portes de Versailles. Commençons tout de suite ce Texama Show. La première news de la semaine, c'est le fait que Qualcomm, avec tous leurs partenaires, ont annoncé plus de 20 ordinateurs portables qui ont les Snapdragon X Elite et plus de justement Qualcomm. Ce sont des processeurs ARM, je vous rappelle, qui du coup tourneront sur une version ARM de Windows. Et voilà la liste, vous avez tout ici. Et comme vous pouvez voir, c'est juste énorme. Il y en a vraiment beaucoup. Vous avez Acer, Asus, Dell, vous avez pas mal de Dell en réalité, HP aussi qui participe, Lenovo, Microsoft évidemment, ainsi que même Samsung. Et vous avez des modèles un petit peu moins chers, on en parlera, avec le Snapdragon X Plus, toujours du Acer, du Asus, du Dell et encore une fois du Microsoft. Il y a vraiment une bonne sélection là-dedans. On a les VivoBook S15 de Asus avec des écrans LED, ils sont pas trop mal, mais on a aussi les Dell XPS qui sont évidemment légendaires, qui sont très utilisés dans le milieu professionnel. Vous avez aussi les Nova avec des ThinkPad qui sont très utilisés dans le milieu professionnel. Et évidemment les Surface Laptop 13, 15 et ainsi que la Surface Pro. Donc oui, vraiment une sélection solide d'ordinateurs portables. C'est même franchement la première fois que sur Windows ARM, on a autant de choix au niveau ordinateur portable et surtout un choix qui est de qualité parce que voilà quelques années quand ils ont essayé par le passé, ouais, c'était juste la Microsoft Surface tablette du coup et puis il y avait peut-être un ou deux autres ordinateurs et bien souvent c'était aussi des Chromebooks qui étaient en ARM donc ouais, rien de très intéressant. Là, vous avez vraiment un choix. Alors par contre, le truc directement qu'on peut deviner un petit peu avec cette sélection-là, notamment les Dell XPS et même les Surface Pro et tout ça, on va pouvoir aller voir les prix, c'est que ça coûte assez cher. Alors qu'il y avait une news récemment qui indiquait que les Snapdragon X en réalité sont censés être moins chers que Intel et aussi AMD parce que juste ils demandent moins d'argent. Ils savent que ils se lancent dans un marché avec beaucoup de concurrence, donc ils veulent casser un petit peu les prix. Et pourtant, tous ces ordinateurs-là, je peux vous le garantir, vont sortir juste au même prix que les versions non ARM. Donc certainement, les personnes qui se mettent l'argent dans la poche, c'est les constructeurs de laptops. Après, je suppose que ça leur permet d'avoir une source de motivation pour faire justement tous ces modèles-là, ce qui est certainement aussi le but de Qualcomm derrière. Bref, du coup vous allez me dire, génial, maintenant on a enfin des ordinateurs ARM sur Windows qui en valent la peine. Mais le truc c'est que c'est juste une annonce. Tous ces ordinateurs vont sortir fin juin. Et là, si on est sur le site de Microsoft, vous pouvez voir que l'un des Surface laptops les moins chers, qui coûte quand même 1199 euros, sera disponible à partir du 18 juin. Donc si vous le précommandez, vous le recevrez le 18 juin normalement. Donc oui, basiquement, beaucoup d'annonces,
mais rien en réalité au niveau de ce que ça donne réellement. Il y a eu quelques mini-présentations, mais on n'a toujours pas des chiffres réels de performance. On a des chiffres donnés par les marques, notamment Microsoft a dit que leur Surface Laptop avec la plus puissante version du Snapdragon X dépassait même la puce M3, ce qui me semble être plutôt confiant de leur part. Donc, faudra voir vraiment si c'est le cas. Il y a beaucoup de marketing et donc il faut vraiment attendre. Je vous le dis vraiment. Si vous voyez ces ordinateurs, vous êtes en mode ouh, ça m'intéresse. Bien, moi aussi, ça m'intéresse. Mais attendez les tests indépendants parce que on ne sait rien pour le moment. On est toujours dans la bulle marketing qui a une hype énorme, vraiment, hein, parce qu'on se dit waouh, enfin, on va avoir comme avec macOS, plutôt Apple en 2020, on va avoir enfin ce moment-là sur Windows. Le truc, c'est que ça va être compliqué. Donc, moi, je vous dirais vraiment d'attendre avant de précommander. Mais du coup, un détail très important pour tous ces laptops ARM sur Windows, et il faut quand même le noter, il y en a qui vont le dire dans les commentaires, c'est que ça reste ARM sur Windows. Et l'une des forces d'Apple en 2020, c'est qu'avec Rosetta, ils ont vraiment, même les applications qui n'étaient pas faites pour ARM, tournaient plutôt bien, avant qu'elles soient évidemment mises à jour vers ARM. Ici, Microsoft avait déjà une solution similaire à Rosetta par le passé, mais c'était pas aussi bon que Apple, aussi, on va être honnête. Du coup, avec justement toutes ces annonces-là, ils ont annoncé qu'ils ont refait pas mal des sous-systèmes même de Windows sur ARM. Donc même le kernel a pas mal changé. Et vous avez surtout une nouvelle layer de translation. Donc c'est basiquement quelque chose qui traduit les instructions x86 vers ARM à la volée. Donc un petit peu comme Rosetta. Et ça s'appelle maintenant Prism. Et du coup, selon Microsoft, ce serait 20 à 30% plus performant. Est-ce que ce sera vraiment le cas? Il faudra voir. Donc ça va être certainement le point le plus important de ces laptops ARM. Il faut que Prism soit assez bon pour que même si vous n'avez pas d'application native ARM, elle puisse tourner correctement sur ces ordinateurs. Ou sinon, ça va juste casser tout l'intérêt. Ça a été justement l'un des points les plus importants, comme j'ai dit, avec Apple. Et c'est pour ça qu'ils ont mis énormément de boulot là-dessus. Et ça, j'espère que Microsoft a fait autant de boulot là-dessus. Je l'espère vraiment, parce que sinon, ça va pas mal gâcher l'intérêt de justement ces ordinateurs. Donc, tenez-en compte, ça reste des laptops ARM. Il y a de plus en plus de versions ARM de tout. Vous avez Chrome qui a une version ARM, il me semble même Firefox. Minecraft a une version ARM, donc elle devrait sortir assez vite sur Windows. Il me semble même qu'elle doit peut-être être déjà disponible. Donc, il existe des versions ARM de certaines applications, mais tenez compte que oui, Prism va certainement être le point le plus important pour tous ces ordinateurs. Et c'est aussi quelque chose que vous devriez regarder si vous avez des applications qui ne sont pas sur ARM et qui prendront peut-être du temps à être mises à jour ou même qui seront jamais mises à jour. Ça peut arriver aussi. Ensuite, on a une news sur OpenAI qui a annoncé ChatGPT 4o, pas 40, c'est un O, hein, pour ceux qui se demandent. Et du coup, cette nouvelle version de ChatGPT est évidemment plus intelligente, mais surtout, vous avez, via l'application notamment sur téléphone, la possibilité d'interagir avec ChatGPT-O via de la vidéo, via de l'audio, et vraiment, ChatGPT-O vous répond avec une voix qui est plutôt réaliste, donc un petit peu comme un assistant vocal. Donc là, je vous fais un petit peu écouter. Il faudrait que je mette mon casque aussi, ou sinon je peux pas entendre. Hey, how's it going? Hey, comment ça va? It's going great. How about you? Donc ça, c'est ChatGPT qui vient de répondre avec une voix féminine. I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice. Donc là, il a la caméra activée, donc OpenAI, ou plutôt ChatGPT 4o peut regarder ce qui se passe, et elle lui dit « Hey, je vois que tu portes un magnifique pull OpenAI, c'est pas mal. Hein? Choice. What's up with that ceiling though? Are you Par contre, elle voit le plafond, elle dit « C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le plafond ?» Et du coup, après, il lui montre justement un petit peu les alentours en retournant la Doing caméra. based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. Donc là, en gros, il lui a montré que, évidemment, il y a des caméras devant lui, vu qu'il est en train d'enregistrer une vidéo, et donc elle a détecté ça. Elle lui dit « Hey, j'ai l'impression que tu es dans une sorte de studio et que tu es en train d'enregistrer quelque chose. » Donc honnêtement, c'est plutôt impressionnant. C'est vraiment ce que j'attendais personnellement, c'est une évolution des assistants vocaux, et ça, c'est réellement le cas maintenant. Vous pouvez vraiment lui poser des questions à la volée naturellement, et vous avez une voix naturelle qui vous répond derrière, et vous pouvez même juste utiliser votre caméra et tout ça. Et ça fait énormément penser à ce que peut faire l'AI Pin qui est sorti récemment, ainsi que le Rabbit Air One, qui font un peu la même chose. Sauf qu'ici, évidemment,
À mon avis, comme c'est OpenAI, c'est beaucoup plus puissant. Donc, yep. Ils ont montré pas mal d'exemples, notamment vous pouvez la faire chanter. Ok. Vous avez différentes voix aussi qui sont disponibles, donc vous pouvez choisir. Il y avait d'ailleurs une voix, il y a une controverse sur le fait qu'il y avait une voix qui ressemblait énormément à Scarlett Johansson. Et du coup, ils avaient demandé justement à Scarlett Johansson l'autorisation d'utiliser sa voix pour une de ces voix-là, mais elle avait refusé. Et ils avaient redemandé, juste avant la sortie de ChatGPT 4o, ils avaient redemandé de manière un petit peu genre, hey, s'il te plaît, on peut l'utiliser. Et évidemment, elle avait toujours dit non. Et puis, d'un coup, ça sort et il y a une voix qui ressemble énormément. Donc, je ne suis pas sûr, mais honnêtement, je pense qu'ils ont peut-être entraîné leur IA pour avoir une voix qui ressemble à Scarlett Johansson. Ils s'attendaient à avoir l'autorisation et puis ils étaient en mode, oh mince, on n'a pas l'autorisation. Donc ça, c'est petit fun fact. Évidemment, c'est supposé, hein, tout ça. Il n'y a pas entièrement des preuves, mais ChatGPT a déjà été, ou plutôt OpenAI a été déjà pris la main dans le sac par le passé à utiliser des données pour entraîner leurs IA, leurs modèles, qui normalement ne leur appartenaient pas, qui venaient d'entreprises qui n'avaient pas donné d'autorisation, parce qu'ils basiquement, ils prennent toutes les données qu'ils peuvent pour entraîner leur modèle. Et du coup, c'est pas la première fois qu'ils se font avoir, justement, et qu'il y a des entreprises qui remarquent que, bizarrement, les modèles d'OpenAI arrivent à répondre à des questions, des fois, exactement de la même manière que des articles ou autres. Donc, oui, il y a tout un débat là-dessus, hein, vraiment, sur comment sont entraînés ces modèles d'IA avec des données qui, des fois, n'appartiennent pas à ces entreprises. Et ça soulève une question un petit peu éthique aussi. Mais bref, dans tous les cas, ça reste un débat qu'il faudra voir. Et il y a encore beaucoup plus de fonctionnalités là-dessus. Franchement, il est réellement beaucoup plus puissant encore que ce qu'on avait pu voir sur ChatGPT 4. Et surtout, pour moi, c'est cette capacité à interagir vocalement, en fait, avec. C'est beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus intéressant pour justement faire un assistant vocal ou même carrément, peut-être même un robot en quelque sorte. Ça pourrait aider là-dessus. Donc ouais, très impressionnant, mais évidemment, un petit côté inquiétant des fois aussi pour certaines personnes qui pourraient se dire, oh, ça fait un petit peu peur quand même, hein. Ensuite, on a une news Microsoft beaucoup moins positive ici et qui concerne en particulier Xbox. Donc si vous ne le savez pas, Xbox ces derniers temps a racheté énormément de studios de jeux vidéo, notamment Bethesda. Et du coup, vous pourriez vous dire que c'est pour construire un énorme univers gaming avec plein de studios diversifiés. Oui, mais non, parce que ces derniers temps, ils ont aussi juste arrêté beaucoup de ces studios. Ils ont juste mis la clé sur la porte de certains de ces studios sans aucune vraiment raison. Bon, c'est toujours les raisons habituelles de restructuration, tout le tralala, mais juste ils ont arrêté des studios. Et récemment, ils ont même arrêté un studio qui était derrière le jeu Hi-Fi Rush, sauf qu'ils ont aussi dit que, hey, il nous faut plus de jeux comme Hi-Fi Rush. Genre, c'est vraiment un bon jeu. Et puis après, ils tuent le studio qui fait le jeu. Et là, je suis juste en mode, what? Et qu'est-ce que vous faites en réalité? Je ne comprends pas la logique ici. Donc oui, Microsoft rachète tous ces studios et puis après, juste les gâche derrière sous la logique de la restructuration ou je ne sais pas quoi. Je ne comprends vraiment pas la logique. Ça se demandait s'ils n'ont pas racheté certains de ces studios pour pas qu'ils puissent faire des jeux pour Sony. Et du coup, c'est vraiment pour les casser avant qu'ils puissent travailler avec Sony ou autre chose. Pour moi, c'est juste honteux. Franchement, c'est honteux. Euh, Vous pouvez racheter des studios comme ça, Microsoft et Xbox, il n'y a aucun problème, hein, si vous voulez racheter Bethesda et le rendre meilleur, parce que Bethesda a pas mal de possibilités d'amélioration, on va être honnête. Mais si c'est juste pour racheter un studio et juste le tuer un an ou quelques mois après, sans aucune raison, alors qu'il faisait des bons jeux, que même vous avez dit que c'était un bon jeu, j'ai juste envie de dire, est-ce que vous vous préoccupez vraiment du gaming ou c'est juste pour l'argent? Et même pour l'argent, je ne comprends pas en fait. S'ils font des bons jeux que vous trouvez intéressants, pourquoi... Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas la logique derrière. Donc, yep. Du coup, Xbox n'est pas forcément dans la meilleure réputation ces derniers temps, rien qu'à cause de ça. Et franchement, j'ai envie de dire que c'est mérité, hein, parce que c'est juste n'importe quoi. Ensuite, on revient sur Microsoft Copilot, parce que une des nouveautés de la nouvelle version d'ARM de Windows qui va arriver, c'est le fait qu'ils vont lancer Copilot Plus. Et cette version Plus, du coup, sera évidemment plus avancée que Copilot. Parce que Copilot, jusqu'à maintenant, c'était juste un chatbot. Donc, c'était comme un petit peu les anciennes versions de ChatGPT, où vous pouviez juste écrire du texte, lui demander des trucs, et il vous répondait derrière. Donc, c'est évidemment intéressant, mais
Voilà, vous pouvez aussi utiliser juste ChatGPT derrière, c'était à peu près pareil. Ici, Copilot Plus va aller beaucoup plus loin parce que vous pourrez notamment, il y aura des fonctionnalités qui vous permettra, je déconne pas. Alors, pour certaines personnes, ils vont se dire, oh, c'est intéressant. Pour d'autres, ça va être en mode, what? C'est un peu inquiétant. Une de ces fonctionnalités s'appellera Recall, voilà. Et Recall, en fait, regardera ce que vous faites sur votre PC. Oui, je ne déconne pas. Donc, imaginez, je sais pas moi, vous regardez une vidéo où vous voyez, je sais pas moi, quelqu'un utiliser une moto. Et vous êtes en mode, wow, elle est trop bien cette moto. Et puis, quelques jours plus tard, ou même quelques heures plus tard, vous dites, oh, cette moto-là, j'étais hyper intéressé, j'aimerais savoir ce que c'est le modèle. Et du coup, vous pouvez lui demander à Copilot Plus, hey, tu sais, j'ai regardé une vidéo récemment avec une moto rouge, tu peux me dire c'est quoi le modèle? Et il sera normalement capable de regarder avec Recall ce moment-là, ou plutôt, il n'enregistre pas une vidéo de ce qui se passe à l'écran, mais il enregistre ce qu'il voit à l'écran et il note en quelque sorte. Je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, il pourra dire, ah oui, oui, je me souviens, la moto que tu as vue, c'était une Yamaha, je sais pas quoi. Et du coup, il vous donnait l'information. Or, côté pratique, plutôt génial en réalité. Mais à côté de ça, ouh, on va être très honnête, non. Moi, je ne veux pas de ça sur mon PC. Euh, genre, il regarde en permanence ce que vous faites. C'est n'importe quoi, franchement. Donc, imaginez, vous avez des informations privées à l'écran. Vous avez peut-être des informations qui concernent votre boulot à l'écran. Et vous avez juste Copilot qui est en mode, ah, laisse-moi regarder. Oh oui, intéressant. Je vais prendre des notes aussi. Nice. Non, je pense que ça, c'est clairement une fonctionnalité que pas tout le monde ne va apprécier et que tout le monde n'activera pas forcément sur leur PC. Il y a d'autres fonctionnalités derrière qui vont rajouter à Copilot. Normalement, il devrait avoir justement un petit peu ces interactions vocales avec. On a aussi apparemment de la traduction en temps réel. Ils avaient montré aussi de l'upscaling, éventuellement même de jeux vidéo. Ça, c'est intéressant, vous allez me dire, ma foi. Et le gros but aussi de Copilot Plus, c'est d'avoir des modèles d'IA génératifs qui tournent localement pour plus de sécurité et aussi éviter de devoir utiliser le cloud. Du coup, un détail très important par rapport à Copilot Plus, c'est que forcément, il requiert plus de puissance. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez que un seul processeur qui supporte pleinement, ou deux processeurs qui supportent pleinement Copilot Plus, et ce sont les deux nouveaux Snapdragon X Elite et Plus. Tous les autres processeurs, je dis bien tous les autres processeurs sur laptop Windows, sur PC fixe Windows que vous avez à l'heure actuelle, de Intel et d'AMD n'ont pas la puissance requise pour faire tourner, parce que selon Microsoft, il faut un NPU, donc un Neural Processing Unit, capable de faire plus de 40 trillions d'opérations à la seconde. Donc c'est basiquement une puissance de 40 TOPS, comme on le dit souvent. C'est plus l'unité utilisée, hein, de TOPS, comme vous pouvez voir ici. Et les NPU actuels que vous avez dans les Ryzen 8000, même les Ryzen 7000 techniquement, et surtout les nouveaux Intel, sont... Alors pour Intel, c'est de seulement 10 TOPS, et sur AMD, c'est entre 12 et 16 TOPS. Donc, basiquement, pas assez. Alors, bien évidemment, c'est peut-être que Copilot Plus pourrait aussi tourner avec la carte graphique. Et là, je pense que les cartes graphiques AMD, Nvidia et même Intel pourraient avoir suffisamment de puissance pour justement faire ça. Donc, ça, il faudra voir ce qu'ils en disent. Mais ouais, en attendant, c'est assez ironique de voir que littéralement, vous avez AMD et même Intel qui ont rush pour sortir des processeurs avec des NPU, genre qui peuvent faire tourner les IA, et ils peuvent du coup faire tourner Copilot dans sa première version. Mais la version du coup, qui savait qu'elle allait arriver et qu'on savait que Microsoft allait rajouter encore plus d'IA, mais finalement, elle ne tourne pas sur ces processeurs. Donc c'est vachement ironique quand même. Ils ont rushé sur le marché des produits et puis maintenant Microsoft est en mode ah ouais non, c'est pas assez en réalité. Donc ma foi, GG les gars, GG Microsoft aussi ma foi. Et du coup, oui, pour le moment, vous aurez seulement ces laptops ARM qui feront tourner Copilot Plus en attendant d'avoir plus de puissance, évidemment, dans les futurs processeurs ou peut-être même en utilisant un carte graphique. Ça, il faudra voir s'ils permettent de le faire. Ensuite, on a encore une news au niveau IA et modèle d'IA. Oui, je suis désolé, il y a beaucoup d'IA cette semaine-ci, mais il y avait des grosses news en réalité. Et l'une d'entre elles, c'est le fait que Google est en train de tester ce qu'ils appellent SGE. Et SGE, c'est basiquement intégrer une IA générative dans les recherches Google.
Et là, pour ceux qui se doutaient que c'était pas forcément la meilleure idée, ben moi je trouve aussi que c'est pas la meilleure idée. Donc oui, vous allez rechercher quelque chose, par exemple, vous allez poser une question dans Google, Does honey ever spoil? Donc est-ce que le miel périme? Et puis, des fois, en réalité, sur Google, vous y aviez souvent des textes résumés qui venaient de sites web qui répondaient à cette question. Donc ça, c'était plutôt intéressant et vous pouviez même cliquer pour aller sur le site web pour avoir toutes les informations. Ou des fois, vous avez juste des pages de Wikipédia ou autre chose. Bien là, au lieu d'avoir ça, ce sera juste en dessous les résultats classiques. Au-dessus, entre la barre de recherche et les résultats, vous aurez une IA générative qui va vous répondre et qui vous dira, oui, le miel est une des nourritures qui ne périment pas, blablabla, et pas mal d'informations. Donc c'est différent, je tiens à le rappeler. Il y en a qui vont me dire, oh, j'ai déjà ça sur Google. Alors c'est possible que vous soyez dans les personnes qui ont été sélectionnées pour bêta-tester, basiquement, parce qu'ils répandent ces fonctionnalités aux gens de manière aléatoire, un petit peu comme ils font avec YouTube. Donc c'est possible que vous soyez dans ce cas-là. Mais il y a aussi, je rappelle, le fait que des fois, il prend juste des extraits qui viennent de sites web. C'est différent là. Bon, techniquement, à mon avis, ça vient certainement de ce site web-là, mais ça passe à travers une IA générative qui refait un texte plus intéressant. Et du coup, le problème que vous voyez directement, c'est qu'évidemment, les personnes qui font ces sites web-là ne sont pas très contents parce que certainement toutes ces informations que vous voyez viennent de leur site web. Google remélange un petit peu les choses à leur façon et maintenant, ben, il n'y a plus aucune source qui est citée. Donc, basiquement, ça contre. Genre, tous les sites web qui avaient justement des informations comme ça, y compris Wikipédia, vont se retrouver poussés vers le bas dans les résultats de recherche. Et les gens vont souvent avoir leur réponse ici de manière résumée, qui peut-être des fois sera fausse, faudra en tenir compte. Hein. Ça reste une IA générative et des fois elles font des erreurs. Et du coup, mais eux derrière n'auront pas le trafic de gens qui venaient habituellement pour les questions. Donc ça, c'est selon moi un problème, réellement un problème, et ça soulève encore une fois le même problème de ces IA génératives sont entraînées sur des données, utilisent des données qui des fois ne leur appartiennent pas, qui viennent de sites web qui des fois ont des personnes, des vraies personnes derrière qui ont travaillé de longues heures pour rechercher des informations, faire des articles, et vous avez cette IA générative qui arrive, qui prend tout et qui fait ah, merci pour le texte, je vais le rajouter sur Google directement et réduire le trafic vers ton site web. Merci beaucoup. Donc ça, c'est évidemment problématique. Ensuite, tout en parlant de Google, il y a toutefois une news un peu plus positive avec eux, selon moi. C'est le fait qu'ils ont sorti le Pixel 8a. Donc ça va être un nouveau smartphone à genre 500 euros qu'ils appellent milieu de gamme. Bon, pour moi, milieu de gamme, c'est pas forcément 500 euros, on va être très honnête. Je dirais plus que c'est genre 300 euros milieu de gamme. Entrée de gamme, c'est genre 100, 200 euros. Et puis 500 euros, c'est haut de gamme. Et puis après, au-dessus de 800 euros, pour moi, c'est le ultra haut de gamme. Je n'aime pas trop le fait qu'ils aient changé un peu la définition du milieu de gamme. Donc, je me permets de la replacer, selon moi, où est-ce qu'elle devrait être. Bref, dans tous les cas, c'est une évolution plutôt classique du Pixel 7a. Notamment, vous avez à peu près le même setup caméra et tout ça. Ils ont juste un petit peu amélioré l'intérieur, évidemment, un petit peu des meilleurs specs et tout. Et franchement, il est plutôt bien foutu. Il a un écran 6,1 pouces, 120 Hz, OLED, vous avez 8 Go de RAM, le Tensor G3 de Google, une batterie de pratiquement 4500 mAh. Franchement, c'est largement suffisant pour beaucoup de gens. Et vous avez un setup de caméras, donc avec un grand angle et un ultra grand angle. Et on le sait, Google est très bon au niveau photo. Donc franchement, pour beaucoup de gens, moi je pense, monsieur tout le monde a besoin pas forcément du smartphone le plus puissant en puissance brute, il a juste besoin de bonnes caméras, surtout la caméra principale, parce que beaucoup de gens ne vont pas chercher à prendre des photos avec les autres caméras. Donc il faut une bonne caméra principale, un écran sympathique et une bonne batterie, et vous avez un smartphone qui remplit 90% de ce que les gens veulent dans un smartphone. Et ça, c'est un plutôt bon choix, honnêtement. Tenez compte que les Pixel 8, notamment, oui, le Pixel 8 des fois est en promotion. Alors c'est surtout le cas aux États-Unis où actuellement même, il me semble, à quelques jours en tout cas, le Pixel 8 était pratiquement au même prix que le Pixel 8a, donc prenez juste le Pixel 8, hein, si vous l'avez à peu près au même prix, parce qu'il est juste bien meilleur. Mais par contre, en Europe, c'est assez différent, où là, il est beaucoup moins en promotion, il est même plus cher de base. Il a genre 800 euros le Pixel 8, donc yep. Beaucoup plus de sens ce Pixel 8a en Europe, et encore une fois, plutôt intéressant. Ensuite, on a une news hyper intéressante sur les modules LPCAM 2 qui arrivent
enfin sur le marché et pas juste pour Dell. Du coup, ici, on a une vidéo de iFixit sur le sujet, excellente chaîne YouTube. Et évidemment, iFixit, c'est aussi le site web orienté réparation. C'est un excellent site web avec beaucoup de guides de réparation et tout ça. Ils font aussi des tests de réparation pour vous dire à quel point vous pouvez réparer facilement ou non un appareil. Donc, gros big up à eux. Et du coup, ils ont fait une vidéo sur leur chaîne YouTube sur une exclusivité sur les modules LPCAM 2. Donc, les modules LPCAM 2 ne sont pas encore tout à fait là. Ici, ils ont une vidéo exclusive avec, il me semble, Crucial, oui, qui a justement fait un de ses premiers modules pour justement le montrer un petit peu en avance. Donc, on peut le voir d'ailleurs sur l'étiquette, c'est un engineering sample. Donc, c'est basiquement un modèle de test. Donc, voilà à quoi ressemble un module CAM. Et voilà à quoi il ressemble quand il sera installé dans un ordinateur. Donc, il a une plaque en métal qui permet de le compresser contre la carte mère parce que ce genre de module RAM, contrairement aux modules de RAM classiques que vous avez ici, qui sont des modules SODIMM qui se mettent dans un slot comme un PC classique, mais juste une version plus petite, bien les modules LPCAM, eux, seront montés par compression. Donc, vous avez cette plaque en métal qui maintient la compression. Vous avez même des instructions dessus avec même la quantité de torque que vous devez mettre sur chaque vis. C'est assez intéressant. Et voilà à quoi ça ressemble en dessous de tout ça quand vous enlevez le module, justement. Donc là, on voit avec la plaque de métal. Et on va voir justement, ils retirent la plaque de métal et ils enlèvent le module. Donc ici, on a plein de pins de contact. C'est pas exactement comme des pins comme dans un socket CPU. C'est moins fragile, évidemment, même s'il faut faire attention. C'est plus des petits pins en or plaqué qui du coup vont faire contact avec le module de RAM quand on compresse les deux l'un contre l'autre. Et du coup, quels sont les avantages de ce module LPCAM? Ben déjà, on en voit un ici. Donc ça doit être, je suis pratiquement sûr, oui, c'est un slot M.2, on le voit derrière ici. Donc c'est basiquement le slot utilisé pour tous les SSD dans tous les ordinateurs modernes. Donc c'est là pour rester, un slot M.2. C'est un slot qui est plutôt compact et surtout pas très haut. Donc ça permet quand même de le mettre dans un ultrabooks. C'est au final la même hauteur que le refroidissement que vous avez besoin pour le CPU de toute façon. Et donc ce module LPCAM fait à peu près la même épaisseur. Franchement, ça a l'air d'être tout à fait la même épaisseur même. Donc ça, c'est évidemment un assez grand avantage. Ça veut dire que le module LPCAM prend moins de place que les modules SODIMM parce que les modules SODIMM prenaient une place énorme. Je ne sais pas s'ils ont dans la vidéo encore. Ouais, là, on le voit. Ça prend beaucoup de place. Et là, vous avez juste un slot. Donc, si vous voulez en mettre deux, vous pouvez les mettre l'un sur l'autre. Ou alors, vous devez les mettre l'un à côté de l'autre. Et là, ça prend plus de place horizontalement. C'est juste assez compliqué dans des ordinateurs, surtout les ultrabooks, de mettre des slots SODIMM comme ça. Et en plus de ça, autre désavantage des slots SODIMM, c'est que vous avez dû le voir, mais ici, là, c'est le connecteur SODIMM. Là, vous avez l'autre connecteur SODIMM. Le processeur est là. Donc, la distance entre chaque pin est totalement différente. Là, par exemple, le pin là, il est plus loin du processeur que le pin juste ici. Et ça, c'est très problématique sur la RAM moderne, surtout la DDR5. Si vous voulez atteindre de très hautes vitesses, il vous faut la distance la plus courte possible entre le CPU et la RAM, et surtout une distance qui est constante sur tous les pins. Ou sinon, vous avez des problèmes de latence, parce qu'il y a une plus grande latence sur un pin qui sera plus long. C'est pour ça que souvent, sur les cartes mères, vous devez voir, sur les circuits imprimés, vous devez voir des tracés qui font des boucles comme ça. Mais des fois, c'est juste pour faire en sorte que le tracé soit exactement de la même longueur qu'un autre à côté. Oui, c'est assez bizarre, mais c'est pour faire en sorte que les timings soient parfaits. Donc, avoir des slots SODIMM rajoute énormément de délai. Et donc, la plupart des kits DDR5 dans des ordinateurs portables atteignent genre, allez, au maximum 7000 mégatransferts. Si vous voulez aller plus, et il y a beaucoup de kits DDR5 maintenant qui sont beaucoup plus hauts, si vous voulez faire du 8000 mégatransferts, eh bien, il faut tout simplement souder la RAM. Parce que c'est la seule solution. Ou en tout cas, c'était la seule solution jusqu'à maintenant. Parce que avec ce modèle LPCAM 2, vous pouvez sans problème atteindre du 8000 mégatransferts et même plus encore. Donc ça, c'est évidemment le second gros avantage. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais par exemple, Apple, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent, et on le voit ici, ils mettent la RAM directement sur le même SoC que le processeur, donc le même juste bout de silicium, tout est mis dessus, et voilà, on est tranquille. Et donc ça, évidemment, quels sont les avantages? Vous allez me dire, ben, encore une fois, là, comme la RAM est très proche du processeur, vous pouvez atteindre des assez grosses vitesses, même si c'est pas trop utilisé par Apple en réalité. Il me semble ils atteignent à peine les 6000 mégatransferts. Donc en réalité, ils n'ont même pas besoin de souder la RAM à côté comme ça du processeur pour atteindre les vitesses qu'ils atteignent actuellement. Donc ma foi, fun fact. Mais en toute logique, en faisant ça, ils pourraient atteindre des très hautes vitesses, même plus hautes que le modèle MPCAM en réalité.
Et aussi, il y a un autre avantage énergétique, parce que comme la RAM est très proche du processeur, évidemment, la distance entre les deux est tellement moins importante, vous n'avez pas besoin d'un signal aussi puissant pour faire passer les données, et donc ça permet d'économiser en électricité et en énergie. Mais après, tenez compte que quand même le module LPCAM reste très proche du processeur. Là, le processeur est juste au-dessus, donc tous les pins sont juste à côté, hein, on le voit ici, le processeur doit être juste là. Donc ça permet d'avoir une distance très réduite quand même, et donc d'avoir une efficacité énergétique respectable. Donc, chacun a ses avantages et ses désavantages. Le slot SODIMM, très clairement, il est simple à fabriquer, il coûte moins cher. Le modèle LPCAM va coûter un peu plus cher, mais donnera plus de performance, meilleure efficacité énergétique. Et puis, souder directement de la RAM donne la meilleure performance et est techniquement aussi plus économique dans certains cas, et aussi la meilleure efficacité énergétique. Après, selon moi, ça reste mon humble avis, mais je pense que les ordinateurs, pas les tablettes ou autre chose, mais vraiment ordinateur Ultrabook devra avoir de la RAM interchangeable, ainsi que les SSD interchangeables. Surtout les SSD. Ce que fait Apple avec les puces M1 et tout ça est hyper impressionnant en termes de performance, d'efficacité énergétique et tout. Mais souder notamment le SSD est juste une honte, parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. Il y en a qui vont dire oui, mais c'est pour des raisons de sécurité, comme ça on ne peut pas juste enlever le SSD et voler tes données. Mais le truc, c'est que les données sont chiffrées par leur puce de sécurité. Donc même si quelqu'un enlève le SSD, il a juste des données chiffrées. Et si quelqu'un voulait de toute façon voler vos données en récupérant un SSD chiffré, il peut juste aussi dessouder les puces de mémoire et puis le mettre dans une machine qui permet de lire les données et puis essayer de les déchiffrer. Donc, si quelqu'un veut vraiment récupérer vos données, il le fera. Donc, souder le SSD ne sert à rien, surtout que la puce de sécurité responsable du chiffrage et tout ça est sur le SoC, donc notamment ce truc-là, hein, la puce T2 notamment d'Apple. Donc, ça veut dire que le SSD d'Apple, les puces de RAM qu'ils ont quelque part sur la carte mère sont bêtes. Il n'y a rien qui... Il n'y a aucune partie intelligente. C'est juste des puces de RAM soudées là. C'est tout. Donc, il pourrait le faire sur un PCB séparé. Il pourrait faire un SSD propriétaire. Il n'y a aucun problème à ça, selon moi. Ils n'ont pas besoin de supporter le slot M.2. Mais au moins, donner la possibilité de changer la RAM, le SSD. Et la RAM aussi, ça devrait être le cas, selon moi. Évidemment, ils vont citer des raisons d'efficacité énergétique, de performance. Mais performance, c'est stupide parce que, encore une fois, ils n'atteignent même pas les limites des slots SODIMM. Et efficacité énergétique, je pense qu'ils peuvent en sacrifier un petit peu pour donner l'avantage de pouvoir changer de RAM. Parce que le gros problème avec Apple à l'heure actuelle, c'est vous achetez un de ces nouveaux ordinateurs, vous êtes en mode ok, génial, il marche bien, et puis quelques mois plus tard, vous dites oh, il manque de la RAM en réalité, il m'aurait fallu un petit peu plus de RAM. Et bien là, vous devez littéralement, la seule solution, c'est de changer l'entièreté de votre ordi. C'est de la folie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si vous achetiez une maison. Vous achetez une maison, vous ne la louez pas, vous l'achetez. Vous faites un prêt à la banque, tout tralala, vous allez voir le notaire. Vous vivez dans votre maison, puis vous dites ah, il nous manque une chambre finalement. Bon, ben on va changer de maison. Non, la plupart des gens qui ont surtout acheté une maison, peut-être feraient un peu des travaux pour rajouter une chambre, peut-être d'une manière ou d'une autre. Mais non, là vous avez une maison Apple. Vous devez littéralement juste changer de maison. Vous ne pouvez pas faire de travaux dedans parce que tout est exactement comme Apple l'a voulu et rien ne peut changer. C'est comme si vous louez une maison, mais avec les désavantages de l'acheter, en quelque sorte. C'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'il y en a qui vont dire ouais, il y a des gens qui ne veulent pas faire de travaux, qui vont juste acheter notre maison. Mais on va être honnête, juste aller acheter notre maison est un peu stupide et c'est la même chose ici. Juste aller acheter un autre ordinateur juste parce que vous n'avez pas assez de RAM et surtout pas assez de SSD, c'est juste honteux. Et le problème que vous devez vraiment tenir compte ici, surtout avec les SSD, c'est que pour le moment ça va. Mais quand les premiers MacBook M1 avec leur SSD de 256 Go de stockage, c'est pas grand chose. Quand les puces de stockage vont commencer à rendre l'âme, parce que ça finira par arriver, les puces que vous avez pour stocker les données comme ça ont une durée de vie. À force que vous écrivez des données dedans, ça finit par tout simplement atteindre la fin de sa vie. Et quand ça arrive à ce niveau-là, ben, la puce va juste ne pas pouvoir accepter de nouvelles données. Elle sera en mode juste lecture. Et là, votre MacBook sera inutilisable. Et ça finira par arriver. Alors que si on pouvait changer juste le SSD, on pourrait juste fixer ce problème directement. Donc, ouais, bref. Obsolescence programmée, c'est aberrant au niveau écologique aussi. La seule raison pour laquelle Apple s'en sort en faisant ça, c'est que les MacBooks ont toujours une très bonne valeur à la revente en occasion. Et donc,
techniquement, oui, il ne crée pas des e-waste parce que techniquement, il y a quelqu'un qui achètera l'ordinateur si vous devez changer, vous avez besoin de plus de RAM ou de SSD, il y a quelqu'un qui achètera votre ordinateur de toute façon. Et donc, ça ne devient pas un e-waste. Mais bon, encore une fois, le SSD finira par rendre l'âme. Et là, ça deviendra un vrai e-waste. Parce que, imaginez, votre maison est déclassée. Genre, ouais, non, imaginez, votre voiture est déclassée, vous avez eu un accident. Et votre voiture est déclassée juste parce que le phare est cassé. Ce serait de la folie de se dire ça. Mais c'est ce que fait Apple. Bref, j'ai totalement dérivé, mais dans tous les cas, les modules CAM sont selon moi quelque chose de révolutionnaire et ça va permettre de justement régler ce problème de devoir souder la RAM à nos PC. La solution pour ne pas souder les SSD, par contre, elle est déjà là, c'est les slots M.2 et ça marche très bien. Il n'y a aucun problème de latence, c'est suffisamment proche du processeur, vous pouvez atteindre de très hautes vitesses avec un slot M.2, donc il n'y a aucune excuse. Apple, faites des SSD upgradables, merci. L'Union européenne devrait faire littéralement une loi, selon moi, pour rendre déjà le stockage upgradable dans tous les ordinateurs, et puis aussi la RAM. Ensuite, en parlant un petit peu aussi d'aberrant, vous avez les premiers câbles DisplayPort 2.1 qui sont capables de faire du 80 gigabits, qui viennent d'arriver sur le marché, et ils sont pas très longs. Alors, je sais que c'est pas forcément la taille qui compte, mais là, ils sont vraiment courts. Ils ne font pas plus d'1,2 m. Et ça, c'est un énorme problème si vous avez juste un écran qui est trop loin de votre PC. Donc moi, par exemple, là, mon PC est là, mon écran est là, il me faut un câble de 3 mètres. Sans déconner, je ne peux pas faire en dessous de 3 mètres, surtout que j'ai un bureau qui peut monter et descendre. Donc, si j'achetais un écran qui supporte pleinement le DisplayPort 2.1 et qui en a même besoin, et surtout j'ai une carte AMD qui supporte le DisplayPort 2.1, ben je ne pourrais pas, en fait. Il n'y a aucun câble certifié par le consortium VESA qui fait plus d'1,2 m. Donc ça, c'est un énorme problème. Bien évidemment, peut-être à force, ils vont améliorer la situation. Je pense notamment au câble HDMI 2.1 qui, à leur sortie aussi, était très limité en taille, genre 2 mètres et c'était fini. Après, on a eu des 3 mètres et maintenant, j'ai réussi à trouver un câble 5 mètres qui marche plutôt bien, donc je suis plutôt content. Donc oui, c'est tout à fait possible de trouver maintenant des câbles HDMI de 5 mètres, HDMI 2.1 de 5 mètres en cuivre surtout. Évidemment, vous avez des câbles actifs avec de la fibre optique, mais ça, c'est encore tout un autre sujet. Donc oui, ça va certainement s'améliorer, mais en attendant, oui, si vous pensez peut-être acheter un écran DisplayPort 2.1 et que vous avez une carte graphique compatible aussi, c'est très important, dites-vous que vous allez peut-être avoir un problème de câble. Et ça ferait péter un câble, franchement. Et du coup, sur ce, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. Alors, j'annoncerai la semaine prochaine, mais vous avez le Computex aussi qui arrive très prochainement. Donc là, c'est ma foi pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Donc, je vais faire pas mal de contenu là-dessus, mais j'annoncerai la semaine prochaine. Donc, j'en profite pour pré-shot, pour ceux qui voudraient voir des contenus là-dessus. Commencez à réfléchir ce que vous voudriez voir. Et pour le prochain Texama Show, je poserai la question en introduction pour vraiment avoir des retours des gens, mais je vous donne la possibilité de pré-shot ici, de réfléchir un petit peu à ce que vous voudriez voir par rapport au Computex. J'ai des trucs que, évidemment, je veux traiter. Il y aura aussi quelques contenus sponsorisés parce qu'il y a des marques qui m'aident à tout simplement aller à l'événement. Ça coûte de l'argent. Donc ça, vous aurez quoi qu'il arrive. Mais j'aimerais aussi faire des contenus que les gens voudraient voir. Donc ça, n'hésitez pas à réfléchir et postez-le pour la semaine prochaine. J'en parlerai justement à ce moment-là. Bref, dans tous les cas, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo. Je vous dis ciao!